Salut! La méthanisation agricole est-elle une nouvelle arnaque environnementale et sociale? Vous en avez déjà très certainement entendu parler, la France se couvre de méthaniseurs. Oui, vous savez, la méthanisation consiste à produire du gaz, le fameux biogaz, à partir de matières organiques. Ce biogaz est ensuite transformé en électricité ou est alors directement injecté dans le réseau de gaz naturel. À en croire ses défenseurs, la méthanisation agricole serait bonne pour la planète et pour les agriculteurs. Alors d'une part en recyclant les déchets d'origine animale ou végétale et en produisant une énergie renouvelable. Et d'autre part en constituant une source de revenus supplémentaires pour des agriculteurs qui en ont bien besoin. Alors si cette fable verte vous convient, il vaut mieux alors stopper tout de suite cette vidéo, car la réalité est beaucoup plus gazeuse qu'il n'y paraît. Et c'est tout l'objet de la dernière enquête de l'ONG bretonne d'enquête journalistique Splend. Et si vous allez au bout de cette vidéo, vous apprendrez que les méthaniseurs bretons menacent l'environnement, mais aussi que les bénéfices de la production de biogaz sont en train d'échapper à la majeure partie des agriculteurs. Mais vous apprendrez aussi qu'en Bretagne, on produit de la nourriture qui finit dans les méthaniseurs. Et pour finir, que les méthaniseurs sont des nids à maladies en puissance. Allez, c'est parti. La toute dernière enquête de l'ONG d'investigation journalistique Splend s'attaque à un sujet vraiment épineux pour ne pas dire gazeux. La méthanisation agricole et ses impacts sociaux et environnementaux. Et il faut bien le constater, la réalité n'est pas très reluisante. Pourtant, comme le montre bien Splend, en Bretagne, la méthanisation agricole est partout et les industriels de l'énergie comme Total Energy ou Engie partent à la conquête de l'Ouest. À la conquête des campagnes. Au 1er janvier 2022, on dénombrait environ 1300 méthaniseurs en France, dont 14% sont implantés rien qu'en Bretagne. 186 précisément. Et d'ici un an, la Bretagne devrait en compter une centaine de plus. Comme nous allons le voir, la méthanisation agricole fait aujourd'hui partie de la stratégie française d'accroissement de la production d'énergie renouvelable. Et comme le montre bien l'enquête de Splend, il ne faut surtout pas entraver son développement et encore moins en contrôlant les installations. Non, non, non. Alors, première idée reçue à laquelle s'attaque l'enquête de Splend, les méthaniseurs seraient sans danger pour l'environnement. Alors les méthaniseurs sont bien des installations classées par l'État comme présentant des risques environnementaux et devraient être, à ce titre, soumises à une réglementation stricte. Pourtant, dans les faits, les contrôles s'avèrent quasi inexistants et les pollutions s'enchaînent. Alors pour donner quelques chiffres, il faut savoir que 7 pollutions ont été recensées avec une seule condamnation à ce jour. C'est ce qui est par exemple arrivé avec le méthaniseur d'Arzal situé dans le Morbihan qui a déversé plusieurs fois le contenu d'une de ses cuves dans un cours d'eau, ce qui a asphyxié les poissons. Une inspection a montré que ce méthaniseur consommait 43 tonnes de déchets par jour alors qu'il n'était autorisé qu'à en absorber 28 tonnes. L'exploitation avait en effet triplé la capacité de son méthaniseur sans en demander au préalable l'autorisation. Mais pas de souci puisque l'exploitant a attendu que les travaux soient terminés pour régulariser la situation. Alors le ministère de la Transition écologique recensait en 2021 130 accidents en France entre 1996 et 2020. Avec dans 77% des cas un rejet de matières dangereuses ou polluantes. Mais selon un collectif scientifique, il y aurait eu en réalité 3 fois plus d'accidents sur la même période, soit 315 incidents. Et les conséquences environnementales de ces pollutions, vous vous en doutez, touchent très souvent les cours d'eau. Les méthaniseurs sont des installations classées par l'État comme présentant des risques environnementaux. Et sans rentrer dans les détails, il faut savoir que l'écrasante majorité des méthaniseurs ne sont juste soumis qu'à une simple déclaration, car il s'agit d'installations qui consomment moins de 30 tonnes par jour de matières premières. Alors cela leur permet ainsi d'échapper aux concertations préalables et aux enquêtes publiques, mais aussi d'échapper à des contrôles périodiques.
Et ce qui est vraiment choquant dans l'enquête de Splend, c'est que l'on apprend qu'un tiers des méthaniseurs augmentent leur capacité en cours de route et que tout laisse à penser que ces hausses étaient en réalité déjà prévues dès la conception même du projet. Les concepteurs de projet avancent ainsi par étapes. Tout d'abord, échapper aux contraintes démocratiques en choisissant le régime de réglementation le plus simple, et ensuite mettre les pouvoirs publics au pied du mur, car l'installation de base est déjà construite. Et le pire dans cette histoire, c'est que la réglementation ne cesse de s'assouplir depuis une dizaine d'années, et que l'État français n'applique certaines directives européennes de protection de l'environnement qu'à une toute petite minorité d'installations, à savoir les plus grosses, alors que dans le même temps, certains territoires comme Rennes Métropole peuvent cumuler, eux, près de 30 méthaniseurs plus petits et ainsi échapper aux contrôles obligatoires pour les grosses installations. Seconde idée reçue, ce sont les agriculteurs qui profiteraient de la méthanisation, avec à la clé une belle source de revenus supplémentaires. Alors c'est vrai que historiquement les agriculteurs sont bien les pionniers de la méthanisation, cela ne fait aucun doute. Cependant, l'enquête de Splend montre que la méthanisation agricole est aujourd'hui à la croisée des chemins. Tout l'enjeu étant de savoir qui contrôlera la méthanisation. Les agriculteurs ou les industriels de l'énergie. Un glissement semble petit à petit s'opérer vers des modèles de méthanisation non agricoles dans lesquels l'agriculteur ne contrôlerait plus le processus et ne serait plus qu'un maillon de la chaîne en devenant un simple fournisseur de matières premières. Et dans cette logique, les agriculteurs se verraient dépouillés par les géants du gaz de l'argent généré par les méthaniseurs. Alors une double logique semble ainsi à l'œuvre. Il faut tout d'abord savoir que certains agriculteurs ont commencé à ouvrir leur capital à des acteurs extérieurs comme les filiales de Total ou d'Engie. En effet, faire fonctionner un méthaniseur coûte aujourd'hui de plus en plus cher puisque les prix des matières premières ont flambé, notamment à cause de l'accroissement du nombre de méthaniseurs. Or, plus il y a de méthaniseurs, plus la demande en déchets est forte. Il faut aussi bien voir que le coût de maintenance des méthaniseurs est lui aussi très élevé. Et d'autre part, vous avez aussi l'État français qui prend des mesures en faveur du développement de la méthanisation par injection. Vous savez, j'en ai parlé tout à l'heure, il s'agit de cette méthode qui consiste à injecter le biogaz directement dans le réseau de gaz naturel. Or, cette technique est certes plus rentable, mais est aussi la plus chère. Et cela risque donc bien d'écarter les agriculteurs, la majeure partie des agriculteurs, au profit des gros agriculteurs et surtout au profit des industriels de l'énergie. Et ce phénomène va encore un peu plus accentuer l'agrandissement des exploitations agricoles que l'on peut observer partout en Bretagne, comme on peut le voir ici sur cette magnifique illustration de Jean Leveugle pour Splend. Alors, tout à gauche, vous avez donc l'ancien corps de ferme. Au milieu, vous pouvez voir les nouvelles étables qui ont été installées dans les années 70-80. Et à droite, la zone de méthanisation qui prend vraiment de la place. Vous ne trouvez pas ? Troisième idée reçue, les méthaniseurs n'absorberaient que des déchets agricoles comme le fumier ou le lisier. Et c'est d'ailleurs comme cela que le ministère de la Transition écologique présente la méthanisation. Or, dans la pratique, Splend montre qu'en Bretagne, on produit de la nourriture qui ne nourrira personne, mais qui est engloutie par les méthaniseurs. Car ce qu'il faut bien savoir, c'est que la fermentation des fumiers de porc ou de bovin produit nettement moins de biogaz que la fermentation de maïs. Et comme produire de l'énergie rapporte plus que produire de l'alimentation, il devient extrêmement tentant d'augmenter la part de ces cultures dédiées à la méthanisation. Pourtant, des limites existent, mais les agriculteurs savent très bien comment contourner la loi. En théorie, les végétaux issus des cultures principales d'un agriculteur ne peuvent pas représenter plus de 15% des matières premières qui sont jetées chaque année
dans un méthaniseur. Oui, mais la loi de 2015 sur la transition énergétique a créé un nouveau type de culture, des cultures spécialement dédiées à la méthanisation qui sont appelées cultures intermédiaires à vocation énergétique. Ces cultures secondaires doivent être mises en œuvre entre deux cultures principales dans un cycle de rotation des cultures. Or, on peut introduire autant de cives que l'on veut dans un méthaniseur. Cela ouvre donc la voie à toutes les dérives, surtout qu'un simple clic sur Internet suffit à déclarer une céréale, habituellement culture principale, en cive. Alors, quatrième idée reçue à laquelle s'attaque cette enquête édifiante de Splend, les résidus du processus de méthanisation seraient sans danger au niveau sanitaire. Alors, dans la réalité, ces résidus pourraient bien, au contraire, favoriser la dissémination de maladies. Car il faut bien comprendre que tout ce qui rentre dans le méthaniseur ne peut pas être transformé en gaz. Et que la matière solide ou liquide qui reste, qu'on appelle le digestat, est ensuite épandue sur les champs comme engrais. Or, les matières premières absorbées par les méthaniseurs comprennent notamment des déchets d'abattoirs tels que les contenus des estomacs et des intestins d'animaux, ce qui, vous pouvez vous en douter, augmente nettement les risques sanitaires. Alors c'est vrai qu'en théorie, la réglementation impose que ces matières soient chauffées à 70 degrés pendant 1 heure, mais dans la pratique, seuls les gros méthaniseurs y sont soumis de manière obligatoire. Ce qui signifie donc que la quasi-totalité des méthaniseurs bretons échappent donc à cette obligation assez coûteuse. Alors dans les méthaniseurs, on y incorpore aussi d'autres déchets de provenance diverses, comme par exemple les boues des stations d'épuration, qui elles contiennent des résidus de médicaments, des métaux lourds et des pesticides. Alors les études scientifiques n'excluent pas que les digestats épandus sur les champs puissent disséminer des agents pathogènes dans l'environnement, ce qui pourrait ensuite contaminer les animaux d'élevage et les hommes. Mais en attendant que d'autres études scientifiques soient réalisées, on continue d'épandre du digestat sur les terres agricoles. Et la finale, tant pis pour les risques. Alors cette vidéo est à présent terminée et j'ai comme l'impression qu'on n'a pas fini de parler de la méthanisation. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné envie de lire cette superbe et édifiante enquête de Splend, dont vous pourrez d'ailleurs trouver le lien dans la description de cette vidéo. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la commenter, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe. Et quant à moi, eh bien je vous dis à samedi prochain pour un nouveau sujet. Allez, salut!